90 minutes business, l'invité. Et avec nous ce midi dans 90 minutes business, Olivier Gantois, le président de l'UFIP Énergie Mobilité, l'Union française des industries pétrolières, qui regroupe une trentaine d'entreprises, Esso, Butagaz, Total Energy par exemple. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Olivier Gantois. Petit point d'actualité particulier pour cette semaine de grève reconductible. On l'a vu, 7% des stations-service en France en rupture d'au moins un produit au niveau national. Question qui vous concerne, est-ce qu'on doit s'inquiéter, notamment pour les stocks ? Alors surtout pas. Pourquoi ? Parce que comme ces mouvements sociaux étaient annoncés, nous avions pu faire monter les stocks au maximum dans toute la logistique pétrolière, ce qui était le cas au début de la semaine. Il est vrai que depuis mardi, donc, un certain nombre de raffineries ont arrêté leurs expéditions de carburant vers les dépôts de l'intérieur. Il y a à peu près 200 dépôts qui sont après les raffineries, qui eux-mêmes alimentent les stations-service. Donc hier et encore hier soir, il y avait 6 raffineries qui étaient arrêtées et il y avait sur les 200 dépôts, 5 dépôts qui étaient bloqués par des grévistes. Ça veut dire que les livraisons vers les stations-service étaient quasi normales. En effet, il y avait quand même 7% de stations-service en rupture de stock d'au moins un produit, ce qui est supérieur à la normale. Mais elles vont pouvoir être réapprovisionnées finalement de façon assez normale. Dès aujourd'hui, mais on considère que le niveau normal, c'est malheureux, de rupture de stock en station, c'est à peu près 3%. Donc vous voyez, on était au double du niveau normal, mais rien à voir avec ce dont on ne veut pas se rappeler au mois d'octobre dernier. Question Pierre Kupferman. Oui, est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être un certain nombre d'automobilistes qui font des plans de précaution et que c'est ça que traduit ces 7%? Alors, on l'a observé un petit peu, mais de façon très limitée. Donc, ma conclusion, hasardeuse, c'est que les gens deviennent peut-être raisonnables. On a vu en octobre dernier que c'était uniquement les plans de précaution qui ont asséché la logistique pétrolière. J'en veux pour preuve qu'en octobre 2022, on a livré 97% de ce qu'on avait livré en octobre 2021. Donc les livraisons étaient normales. Ce sont les achats de précaution qui ont asséché les stations-service. Voilà pour l'actualité de cette semaine, particulièrement liée aux grèves concernant la réforme des retraites. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu sur le contexte international et les incidences sur les prix de l'énergie, les prix à la pompe justement, mais les prix aussi du gaz, de l'électricité. Grande incertitude concernant les mois qui viennent. Comment ces prix peuvent-ils évoluer d'après vous ? S'agissant des prix pétroliers, donc je rappelle, le prix du pétrole brut est un prix mondial qui est influencé par des grands événements géopolitiques. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, je rappelle la Russie 3e producteur mondial. Le ralentissement de la Chine en 2021, le redémarrage de la Chine peut-être cette année, ça joue sur les prix. De fait, depuis le début de la guerre il y a un an, les prix sont élevés. On avait commencé à $80, on est monté jusqu'à 130. Depuis quelques mois, on est aux alentours de 80-85 $ le baril. Donc les prix ont rebaissé à cause de la Chine qui ne redémarre pas. Mais on reste dans ce que je considère comme des prix élevés du pétrole. 80 à 85 $ le baril, ce qui donne les prix qu'on connaît à la pompe, donc proche de 2 €. Oui, proche de 2 € avec des aides sur certaines enseignes. Jean-Marc, une question. Oui, quand même, 80-85 $, on a déjà connu ça auparavant. Et moi, j'aurais une question un peu plus à moyen et long terme. On n'arrête pas de dire qu'il y a trop de pétrole, qu'on n'arrivera pas à utiliser tout ce pétrole à cause de la transition énergétique et tout ça. Comment est-ce que les industries pétrolières se préparent face à ça ? Est-ce que, est-ce qu'elles investissent dans les nouvelles technologies ? Ou on parle aussi d'actifs échoués, le fait que les compagnies pétrolières ont dans leur bilan des champs pétrolifères qu'elles ne seront jamais en capacité d'utiliser. Est-ce qu'il y a une sorte de stratégie globale du monde du pétrole pour faire face à cette évolution ? Alors, oui, même si les stratégies sont individuelles, puisque contrairement aux autres énergies, l'énergie pétrole n'est pas une activité régulée. Mais néanmoins, donc, les stratégies de tous les grands acteurs internationaux convergent vers l'idée de satisfaire la demande tant qu'elle existe, donc de suivre la demande et non pas de la précéder. Elle est importante en ce moment, on le rappelle. Mais actuellement, le monde consomme à nouveau 100 millions de barils par jour, ce qui était le cas avant Covid, et l'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'on sera à 102 millions de barils par jour à la fin de l'année 2023. Donc on n'a pas encore inversé la courbe de croissance de la demande pétrolière mondiale. Néanmoins, la même Agence internationale de l'énergie prévoit que cette courbe sera inversée avant la fin de la décennie, c'est-à-dire dans le courant des années 2020.
Du coup, derrière ces entreprises, elles agissent sur quoi aujourd'hui concrètement? C'est quoi? C'est les biocarburants, c'est la décarbonation des transports pour le moment, c'est ça? Alors elles font deux choses. D'abord, elles investissent dans, on va dire, la transition énergétique au sens large. Concrètement, la fabrication de carburants liquides bas carbone, le captage et stockage d'une partie de leurs émissions de gaz à effet de serre et la décarbonation de l'hydrogène qui est un produit très utilisé pour le raffinage du pétrole. Donc elles font ça, mais dans le même temps, elles continuent à investir, ce qui choque certains, dans la production de pétrole ou de gaz pour satisfaire la demande. Qui est encore très importante, on l'a dit. Vous-même, vous avez annoncé la création d'un collectif de jeunes qui sont dans toutes les entreprises que vous représentez sur la décarbonation. C'est une réflexion globale de la nouvelle génération en quelque sorte. Comment ça va se passer ? Oui, on est très content de cette initiative parce que ça répondait à deux objectifs. Le premier, c'est qu'il y ait une autre voix qui s'exprime que simplement les jeunes activistes extrémistes, donc des jeunes qui travaillent dans le monde de l'énergie et qui expliquent pourquoi. Et deuxièmement, qu'on ait des jeunes qui nous aident à comprendre les jeunes. Parce que on sent qu'il y a des changements sociétaux qui sont à l'œuvre, oui, que les mentalités vont évoluer. Je pense massivement, et c'est une bonne nouvelle pour la planète, sinon on n'arrivera jamais à faire cette transition énergétique. Et donc nos jeunes qui ont décidé de travailler pour nos entreprises, donc ils sont biaisés, mais ils sont censés aussi être à l'écoute de l'ensemble de leur génération et aussi d'être des relais. Donc ils ont envie d'aller voir des étudiants pour leur expliquer pourquoi c'est intéressant de travailler dans les énergies. C'est une question d'attractivité aussi. Peut-être que les jeunes, si vous ne faites pas cette transition, boudraient le secteur à terme d'ici 10 ans par exemple. Ah oui, tout à fait. Alors justement, nos jeunes, parce qu'il y en a qui travaillent dans le pétrole, mais pas tous. Il y en a un qui développe des projets d'hydrogène bas carbone. Oui. Il y a une jeune femme qui développe des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc ils sont dans une grande diversité d'activités et ils expliquent justement comment ils font le lien entre l'urgence climatique à laquelle il faut répondre et nos entreprises répondent pour leur part à cette urgence climatique et le fait que la jeunesse risque de ne pas s'intéresser à notre secteur d'activité qui pourtant est très intéressant. Merci beaucoup Olivier Gantois d'être venu nous voir, président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, énergie et mobilité. Merci d'être venu nous voir dans 90 minutes business.